et on va parler aujourd'hui de l'hydrogène, et non pas de l'hydrolienne sur le coup, mais toujours dans la problématique énergétique pour les gens qui regardent la capsule. Et ça s'intègre dans une émission où on parle plus globalement d'énergie. Ces scientifiques ont prouvé une solution pour produire de l'hydrogène à température ambiante. Alors, c'était pas cet article qui m'avait été envoyé, mais le sujet, j'avais été interpellé par Nico Sengensei, donc je remercie pour le coup. Et je crois qu'il y a un autre sujet que je vais aborder ce soir, qui vient de Victoria, donc n'hésitez pas à me faire parvenir vos sujets, vous aussi, et merci aux personnes qui le font. Des scientifiques, je l'ai quelque part. Les scientifiques! Effectivement, ce sont eux, affirment avoir découvert une nouvelle méthode permettant de générer de l'hydrogène à partir d'eau à température ambiante. Du coup, parce que c'est surtout ça, c'est produire de l'hydrogène. On savait, mais qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça implique? La technique de ces chercheurs de l'Université de Californie à Santa Cruz implique des nanoparticules, fameuses nanoparticules d'aluminium, qui éliminent l'oxygène présent dans les molécules d'eau pour produire de l'hydrogène gazeux. Relativement simple, ce procédé permet de générer de grandes quantités d'hydrogène à température ambiante. Il résout ainsi l'un des plus importants problèmes liés à la production d'hydrogène, les grandes quantités d'énergie nécessaires pour sa production. Bah oui, c'est souvent ça le problème, c'est est-ce que c'est rentable de le faire? C'est pareil quand les gens disent ouais, la fusion atomique, c'en est où? Parce que la fission c'est nul, il faut la fusion, c'est l'énergie du futur. On sait faire de la fusion. Faut maintenir un plasma, je sais pas combien de millions de degrés, tout ça. Mais en fait, ça dépense plus d'énergie que ça n'en rapporte. Du coup, c'est débile de le faire. Et du coup, bah, en fait, à part pour voilà, des expérimentations et espérer justement passer le point, le seuil de rentabilité énergétique, on pourrait l'appeler comme ça, j'imagine que c'est un nom plus précis. Cette solution qui fonctionne avec tout type d'eau, y compris les eaux usées et l'eau de mer, ne requiert aucun apport énergétique pour produire de l'hydrogène. Ça, de l'eau de mer, normalement, on est blindé, tu vois, c'est plus que les autres planètes, eux, ils vont se faire foutre. Déclare Scott Oliver, peut-être sous Encelade, sous la couche supérieure, professeur de chimie à l'UCSC. Nous n'avons jamais rien vu de tel. La clé du processus consiste à employer du gallium métallique afin d'induire une réaction continue avec l'eau. Cette réaction, aluminium-gallium-eau, est connue depuis des dizaines d'années, mais le groupe de chercheurs l'a fortement améliorée. Du coup, moi, je cherchais ce que c'était le gallium et tout. En utilisant des microscopes électroniques à balayage et des techniques de diffraction des rayons X, les scientifiques ont pu mettre au point le meilleur mélange d'aluminium et de gallium afin de générer efficacement de l'hydrogène. Le composite gallium-aluminium 3 pour 1, alors j'imagine c'est les proportions. L'alliage, j'imagine qu'elles sont plus précises que juste 3 pour 1, mais j'en sais rien en fait. L'alliage à forte teneur en gallium élimine la couche d'oxyde d'aluminium, bloquant en temps normal la réaction avec l'eau et génère des nanoparticules d'aluminium, dont on parlait tout à l'heure, qui accélèrent cette réaction. Le gallium sépare, bon là c'est le seul passage qui est un petit peu technique, mais voilà, comme ça vous aurez un petit peu le détail. Le gallium sépare les nanoparticules et empêche leur agrégation en particules de dimension plus importante, explique Bhaktan Sigaram, professeur de chimie organique à l'UCSC. Ces nanoparticules d'aluminium habituellement complexes à produire sont générées ici à température ambiante et sous pression atmosphérique normale. Donc ça, en termes de dépenses énergétiques, ça devrait le faire. Enfin, ça devrait plus le faire. Selon les chercheurs, s'il est immergé dans du cyclohexane pour le préserver de l'humidité, le matériau composite peut être stocké durant au moins 90 jours, bah oui, parce que c'est toujours le problème, ça dépend des formes d'énergie, le stockage, bon, bah pour le gaz on sait, pour l'électricité une fois produite c'est compliqué, il faut la consommer tout de suite, du coup bah pour l'hydrogène, du coup ça se stocke. Je savais pas qu'il y avait un problème de durée de stockage sur l'hydrogène, ceci dit, donc l'article me l'apprend. La disponibilité de l'aluminium est bien plus importante que celle du gallium. Le premier peut provenir de matériaux de post-consommation. Je crois que le gallium avait été même prédit d'ailleurs par les chimistes à l'époque. Peut provenir de matériaux de post-consommation tels que des canettes ou des feuilles d'aluminium. Le gallium s'avère plus onéreux et moins abondant, mais la méthode mise au point par l'UCSC permet de le réemployer de nombreuses fois sans aucune perte d'efficacité. Ça c'est pareil, ça fait un peu bugger mon cerveau le truc, ça fait un peu genre ouais, comme si c'était pas le mouvement perpétuel, mais ouais, un truc genre il n'y a pas de déperdition de Lavoisière en sueur. Nous avons du travail devant nous, concluent les scientifiques. Nous devons nous assurer que cette technique puisse être applicable à une échelle industrielle. Néanmoins, les premiers essais démontrent qu'elle présente un fort potentiel pour la production de grandes quantités d'hydrogène. Là, vous dites, pourquoi il nous emmerde avec son hydrogène, le mec? Bah, pourquoi est-ce que c'est important? Simplement parce que l'hydrogène,
semble à bien des égards écologiques, énergétiques, être justement l'énergie du futur. Du coup, pour en parler, j'ai 2 articles sur le sujet. Un article de Futura Science. Damon, Oui. cette technologie, ça te permettrait, si en gros, ils disent qu'avec de l'eau salée et de l'aluminium et du gallium, Pas on forcément produit de salé, l'hydrogène. Mm. C'est ça, on produit de l'hydrogène, c'est ça. C'est ça, ouais. Donc, Gallium, en aluminium gros, avec un rapport 3 pour 1. imagine un Aluminium, système, gallium, du coup. dans ta voiture, tu vois, où ton réservoir, tu le remplis d'eau d'eau de mer, avec un petit système du gallium et de l'alu, tu vois, tu sais, qui te libère de l'alu et une petite pierre de gallium, et ça transforme tout ça en hydrogène, et du coup, ça alimente directement ta voiture en hydrogène. C'est extraordinaire, tu sais. T'aurais juste besoin d'aller à la mer pour faire recharger ta voiture. Ouais, Aurélien, faut avoir de l'aluminium et du gallium quand même. Je rêve un peu, je sais. ouais, si je puis me permettre sur un point technique, alors tu peux en parler de suite d'hydrogène, donc d'hydrogène, la molécule. C'est la plus petite molécule qui existe. Elle est tellement petite qu'elle est capable de passer même à travers le métal au bout d'un Ouais, moment. très froid. Mais Quand bon, c'est très froid, ça c'est encore. Quand c'est très Ça en- froid, hein, précise-le. Quand c'est Ça très, en- très, très, très froid. Quand c'est sous pression, et ça encore, c'est pas le plus grand problème technique. Le gallium, c'est quand même un truc, il faut aller le chercher. C'est ce qu'on appelle une terre rare parce que c'est en petite densité dans le sol. On faut trouve des dans la grosses mines. bauxite, dans le minerai de zinc. Mais il faut des grosses mines, il faut Et ça a des été gros découvert traitements. par un chercheur français, c'est pour ça que ça s'appelle gallium, parce que ça vient du coq. La Gaule, ouais. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que ils ont fait du germanium derrière, etc. Quoi, pour se venger en disant ouais, nous aussi, on va Et voir du un truc. polonium. Exactement. Et le troisième point, c'est l'aluminium. Alors l'aluminium, c'est de la bauxite qui est assez présente. Mais par contre, ça demande, quand ça dit pas de consommation, enfin pas de production énergétique, ça demande beaucoup d'électricité qu'on peut produire avec des énergies renouvelables, hein, pas de souci. Mais ça demande beaucoup d'électricité. Donc c'est pas un système magique comme ça, je te le sors ça de la mer, quoi. Vous Avec avez ma tous pelle. fait des maîtrises de géologie, vous m'impressionnez. Il n'y a pas besoin d'avoir fait une maîtrise de géologie pour se renseigner sur qu'est-ce que c'est le gallium. Tu peux le faire toi aussi, Trakassan, pas de souci. Enfin bref, du coup, je vous enchaîne avec l'article suivant, un petit peu moins technique, mais qui nous explique justement les enjeux liés à l'hydrogène. Lorsqu'il est question de mobilité, donc un article de Futura Science. Lorsqu'il est question de mobilité, la promesse écologique de l'hydrogène est belle. Alimenter un véhicule en ne produisant pour seul déchet que de l'eau et un peu de chaleur. Mais l'amont de la filière est-il aussi vertueux? Alors du coup, l'article, il date de quand? Est-ce qu'on a une date? Non, je sais pas, parce que justement, là, la découverte est récente. Camille Léa Passerin, la directrice de développement de l'ICETCO, nous explique comment elle travaille à le devenir. Dans le contexte de réchauffement climatique anthropique, donc qui a pour source d'origine l'activité humaine, beaucoup présentent volontiers l'hydrogène comme le combustible de notre avenir. En effet, injecté dans une pile à combustible, il permet de produire une électricité propre, comprenez, sans émission de gaz à effet de serre. Traiter le sujet. Ah, j'ai oublié d'ailleurs de publier le sujet, de republier sur jeux vidéo et pollution. Je le ferai prochainement. Comprenez, sans émission de gaz à effet de serre. Je sais que l'écologie vous ennuie, mais c'est même après l'été qu'on a vécu, vous en foutez de l'écologie? C'est ce qui fait le moins de vues, j'ai remarqué. Comprenez, sans émission de gaz à effet de serre, avec pour seul déchet des coproduits presque de l'eau et de la chaleur. L'ennui, c'est que l'hydrogène utilisé ne se trouve pas à l'état pur dans la nature, il faut le fabriquer. D'où l'enjeu de ce que décrivait l'article d'avant, du coup. C'est tout l'enjeu de la filière mobilité hydrogène, nous confie donc la directrice de développement de l'ICETCO. Avec plus de 7 tonnes d'hydrogène distribuées chaque mois dans 4 stations de recharge installées en région parisienne, la start-up se pose comme l'un des leaders européens de la mobilité hydrogène. J'ai pas zoomé, vous voyez rien, mais vous m'entendez normalement. Mais 7 tonnes produites aujourd'hui encore par vapeur formage. Alors je ne connaissais pas le procédé. Comprenez à partir d'un méthane CH4 qui au contact de la vapeur
bonne vieille H2O, se réarrange en hydrogène. Donc voilà, maintenant ce procédé est rendu obsolète. Et en dioxyde de carbone, CO2, dommage pour le climat. Bah ouais, mais voilà, mais justement, avec la méthode précédente, normalement, ça émettait pas de CO2. L'hydrogène que nous vendons aujourd'hui dans nos stations est produit par Air Liquide, qui s'applique à capter le CO2 émis lors du vapor formage. Il y avait notamment la problématique de cette captation de CO2 et ce CO2, qu'est-ce qu'on peut en faire? C'était une des problématiques qu'abordait Bill Gates dans la conférence où les gens font exprès de prendre un extrait, de mal le comprendre, soit parce qu'ils comprennent pas l'anglais, soit parce qu'ils comprennent pas les mathématiques, ou les deux, en disant qu'il essaie de tuer 10 à 15% de la population mondiale. Ce qui est évidemment faux, je vous renvoie à mon debunk sur le sujet, mais justement c'était un petit peu ce dont il était question. C'est déjà mieux, mais notre ambition est tout autre. Nous projetons, dans un avenir proche, d'alimenter nos stations avec de l'hydrogène à minima bas carbone et, si possible, d'hydrogène vert. Quelle différence? L'hydrogène bas carbone peut être produit par électrolyse, c'est-à-dire en décomposant de l'eau, grâce à de l'électricité nucléaire, une électricité bas carbone. C'est d'ailleurs ce que I7Co a mis en place pour sa station ouverte récemment, Porte de Saint-Cloud. Elle intègre une unité de production d'hydrogène reliée au réseau électrique français. Un réseau bas carbone. À terme, nous aimerions pouvoir nous approvisionner en hydrogène vert produit par l'un des grands projets actuellement en cours de développement en France. Un hydrogène produit à partir d'une électricité 100% renouvelable. Ça peut valoir le coup. L'ennui, c'est que, même alors, l'hydrogène sera acheminé par camion. Il faudrait qu'il nous arrive par des camions à hydrogène, sourit Camille Léa Passerin, ou que I7Co le produise directement dans ses stations, comme c'est le cas à Porte de Saint-Cloud, mais à partir cette fois d'une électricité renouvelable, ce qui semble donc ne pas être le cas actuellement. Pour préparer le terrain, la start-up prévoit d'ores et déjà d'installer 4 nouvelles stations équipées d'électrolyseurs d'ici 2024. Alors il se pose la question d'est-ce que c'est neutre pour le climat. L'autre problème avec l'hydrogène, c'est qu'il fait lui aussi potentiellement partie des gaz qui ont un impact sur le climat. D'abord parce que sa durée de vie dans notre atmosphère est grande. Souvenez-vous, c'est ça qui était comparé entre CO2 et méthane. C'était où il y en a un qui est... enfin, il y a la nocivité à un instant T et il y a surtout combien de temps ça reste présent. Il est ainsi susceptible de rejoindre les hautes couches de l'atmosphère et, par des interactions chimiques, de ralentir la reconstruction de la couche d'ozone. Et oui, souvenez-vous, on parle beaucoup moins maintenant en termes de terminologie de couche d'ozone, mais ça n'a pas cessé d'exister. Je crois que la problématique était arrivée dans les années 70, un truc comme ça. Et pour passer de mode dans les années 2000, en tout cas en termes de terminologie toujours, hein, évidemment, le problème reste actuel. Ensuite, parce que l'hydrogène, s'il s'accumule dans notre atmosphère, peut rallonger la durée de vie de certains puissants gaz à effet de serre, tels que, notamment, le méthane. Et ça, ce sera embêtant. De ce point de vue, les chercheurs estiment que le pouvoir réchauffant de l'hydrogène sur 100 ans est de l'ordre de 5 à 10 fois celui du CO2. Mais il augmente lorsque l'intervalle de temps considéré diminue. Il atteint presque 33 fois celui du CO2 sur 20 ans, et même 200 fois celui du CO2 sur 2 ans. Or, l'hydrogène est un gaz particulièrement volatile. Et pour cause, c'est le plus petit élément du tableau périodique des éléments. Il se faufile partout. Les fuites peuvent donc être nombreuses sur une station de recharge. Il y a lieu d'être vigilant, mais tout a un impact et c'est bien la comparaison et la mise en perspective avec ce que l'hydrogène vient remplacer qui doivent nous servir de boussole dans nos choix technologiques pour réussir la transition bas carbone, précise France Hydrogène, dans une note de décryptage qui republie par ailleurs, j'imagine. C'est ça, paru début 2022. Comme dans toutes les tuyauteries, il peut y avoir des fuites. Oui, bah c'est pas le problème que de l'hydrogène sur le coup. Mais notre objectif, alors après, oui voilà, il faut comparer les conséquences des fuites. Mais notre objectif, c'est bien de concevoir des stations qui soient les plus hermétiques possibles. Nous prenons garde au choix et au traitement des raccords et à la façon d'opérer les stations. Nous organisons des tournées de maintenance régulières pour vérifier la bonne étanchéité des raccords. Nous travaillerons aussi à limiter les évents et la fin des pleins. Personne n'a intérêt à ce qu'il y ait des fuites. Elles ne sont pas seulement mauvaises pour le climat, elles le sont aussi pour notre modèle économique, nous fait remarquer Camille Léa Passerin. Et sans parler du risque généré par les fuites d'hydrogène sur les stations de recharge, sur les voitures, la problématique est maîtrisée par les constructeurs. Ils ont conçu des réservoirs spécifiques pour limiter les risques. Les stations de recharge, elles, sont soumises à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE. Nous signale la directrice du développement de l'I7Co. Comme sur les stations-service classiques, mais avec des risques différents. Bah, y a des risques sur les stations-service classiques, vous allez me dire. N'allez pas fumer des clopes là-bas.
ou des cigarettes de CBD autorisées par Gérald Darmanin personnellement. Je continuerai de de le dire comme ça. Toutes les précautions sont prises. Nos stations sont par exemple équipées de capteurs capables de mettre en sécurité le système si un problème est détecté. Et la volatilité de l'hydrogène, par exemple, nous impose que nos stations soient aérées pour éviter que le gaz se concentre et lui permette de se disperser rapidement. Et donc j'avais un dernier article sur ce sujet, histoire de faire un tour un petit peu plus exhaustif. Un article de Synergie. Alors peut-être vous avez déjà des réactions sur le chat. Vive l'hydrogène, nous dit Baromestre. Ah voilà, bien sûr, en voyant aussi les côtés un petit peu, c'est souvent toute nouvelle découverte, utilisation, ressources et à double tranchant. Pour comprendre l'écologie, il faut maîtriser trop de disciplines scientifiques. Alors l'avantage, c'est qu'en fait, il y a des scientifiques qui bossent ensemble sur ces problématiques. Ils n'ont pas forcément des doctorats dans tous les domaines. Il y a un très bon dossier de Socialter ce mois-ci, je ne sais pas comment ça se prononce. Socialter, peut-être, tout simplement. Ah oui, c'est un jeu de mots français, oui. Sur ce que peut être le droit face à ce désastre écologique, Daimon, je peux essayer de te faire passer un ami juriste qui a collaboré au numéro, qui a un master de droit de l'environnement, si ça t'intéresse, une émission thématique. Et oui, toujours. Évidemment, vous avez vu l'explosion, bon là on n'est plus dans le sujet. Je vais me renseigner sur le surplus de H2. Écoute, merci Stéphane, et tu nous diras. L'hydrogène, énergie du futur, du coup, dernier article proposé ici par Synergie. Lorsqu'on évoque les alternatives aux énergies fossiles, l'hydrogène fait souvent son apparition. En effet, le H2O présente plusieurs qualités. Attends, mais H2O c'est l'eau. Oui, alors l'hydrogène est proche, mais parce que voilà, c'est 2 atomes d'oxygène, 1 atome d'hydrogène, du coup. Je suis pas sûr du coup de la formulation, ou alors c'est peut-être ma compréhension. Avant tout, on peut rappeler que l'hydrogène est un élément chimique qui compose l'univers à hauteur d'environ 75%. Dans l'univers, c'est relativement répandu du coup. Les étoiles, le principe, c'est que ça fusionne de l'hydrogène. Enfin, en tout cas pour la majeure partie de sa vie. Principalement, alors ça dépend des types d'étoiles, vous allez me dire. Principalement situé dans les étoiles et les planètes géantes, il est une source d'énergie considérable. Il est aussi intéressant de rappeler que l'hydrogène est une source d'énergie renouvelable que l'on a découverte il y a déjà plusieurs siècles. J'agrandis un peu pour vous. On observe les premières expérimentations liées à l'hydrogène au début du 19e siècle, notamment l'électrolyse de l'eau et ensuite la mise au point des piles à combustible. Il est tout de même intéressant de constater que ce n'est que très récemment que ce combustible refait surface. C'est en effet la transition énergétique qui a remis au goût du jour cette source d'énergie. Et merci pour le follow, Unfolded. N'hésitez pas à follow la chaîne si vous la découvrez. Mais qu'est-ce donc qui rend son utilisation pertinente et envisageable aujourd'hui? Nous allons donc répondre à cette question dans notre article. D'un point de vue moléculaire, le H2O est présent partout dans notre planète. Pour rappel, il s'agit d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. H2O, oui, ça, on a fait le rappel déjà. Il est exceptionnel de constater que le H2O représente plus de 80%... Pourquoi le H2O, c'est bizarre, c'est une traduction d'article, je sais pas. Représente près de 90% des atomes en nombre présents sur notre planète. Et oui. Cela nous concerne également, car près de 10% de la masse d'un corps humain est constituée d'hydrogène, une abondance qui peut être un avantage de taille dans le cadre de la transition énergétique. Il faut tout d'abord rappeler que l'hydrogène n'est pas une énergie, mais plutôt un vecteur d'énergie, c'est-à-dire qu'il permet de transporter ou de stocker l'énergie primaire produite précédemment. Il faut également que le pouvoir énergétique de l'hydrogène soit très important. Une molécule d'hydrogène libère environ 3 fois plus d'énergie que son équivalent en essence. C'est pas mal, parce que c'est vrai que justement on disait 1 litre d'essence, c'est quoi l'équivalent calorifique par rapport du travail animal, du travail humain, etc. Bon là le rapport est encore meilleur du coup. L'Agence internationale de l'énergie a assuré dans un rapport qui date déjà de 2019 que l'hydrogène est une énergie d'avenir. En effet, grâce à son faible rejet de CO2, cette énergie paraît être une alternative crédible. Effectivement, associée à une pile à combustible, cette énergie ne rejette pas de CO2. L'eau est le seul rejet, et on disait un petit peu de chaleur du coup, issu d'une pile à combustible. Comme nous le verrons, cette question n'est pas aussi simple, car il faut prendre en compte l'ensemble du cycle de vie. Comme nous l'avons précisé, l'hydrogène est un vecteur et n'est pas présent à l'état pur dans la nature. Il faut donc mobiliser de l'énergie pour l'extraire, le transporter, le transformer. Et on a vu que maintenant c'est beaucoup moins un problème, justement. Il est certes beaucoup moins polluant que d'autres alternatives, mais pas sans aucune émission de CO2. Donc c'est un petit peu ça, ouais, le point important, c'est que en fait, on savait déjà l'utilité de l'hydrogène, on savait déjà la fabriquer, mais la fabrication avait des
aspects négatifs qui faisaient que c'était pas soit rentable au niveau énergétique, au niveau économique ou en termes de bilan carbone. Le stockage de l'énergie, l'urgence climatique donc favorise évidemment l'émergence d'énergies renouvelables, si j'arrive à le prononcer. Par définition, ces moyens de production sont intermittents. Ils ne produisent que lorsque les conditions le permettent, notamment c'est ce qui est pointé du doigt concernant les éoliennes. Alors après voilà, justement toutes ces solutions sont complémentaires. Hein, il utilise c'est pour ça qu'on parle des énergies renouvelables. Il existe un procédé impliquant l'hydrogène qui permet de pallier à ce problème. Première étape, par le procédé d'électrolyse, il est possible de créer de l'hydrogène à partir d'eau. En effet, l'eau est composée de molécules d'hydrogène et d'oxygène H2O. En utilisant un courant électrique, il est possible de séparer ces molécules et donc de stocker l'hydrogène. Deuxième étape, une fois le gaz stocké, on a même un schéma. Les usages sont multiples. Dans le cadre de stockage, il est possible de produire de l'électricité à base d'hydrogène grâce à une pile à combustible. Et c'est justement le schéma d'une pile à combustible avec de l'arrivée d'oxygène. L'eau, ça évoque plus un robinet de sortie. Mais j'imagine que c'est l'inverse. C'est juste le schéma qui n'est pas super clair. Hop, l'électrolyse, et bim, ça fait des chocs à pic, ou plutôt de l'hydrogène. On peut donc imaginer que lorsque le réseau est en déficit d'énergie, on peut alors utiliser ces réserves afin de produire de l'électricité. Une des problématiques les plus importantes en matière de climat est le secteur des transports. Le transport de marchandises ou de personnes consomme énormément d'énergie. Une des solutions envisagées pour décarboner ce secteur est donc l'hydrogène. Effectivement, aujourd'hui, la majorité des transports fonctionnent grâce à des combustibles fossiles, comme vous n'êtes pas sans manquer de le constater à chaque fois que vous faites le plein. Le secteur du transport représente environ 30% des émissions globales de la France. On peut donc imaginer des véhicules qui fonctionnent à l'hydrogène. La combustion de ce gaz ne produit donc que de l'eau et de la chaleur, donc bonne candidate comme combustible du futur. Il s'agit là d'un moteur à hydrogène. Il y a un peu d'hydrogène là-dedans, du coup. Enfin, il y a plus d'oxygène que d'hydrogène. Mais c'est bon à boire. Il existe également la possibilité d'installer une pile à combustible pour équiper les véhicules. De nombreux constructeurs s'intéressent à la possibilité d'installer une pile qui alimente la voiture en électricité. Dans ce cas de figure, l'hydrogène vient résoudre le problème de l'autonomie des véhicules électriques. Le rendement de l'hydrogène dans une pile à combustible est de près de 50%, ce qui est exceptionnel. D'un point de vue technique, il y a toujours une déperdition d'énergie, oui. D'un point de vue technique, il s'agit de l'inverse de l'électrolyse. Il est ici question d'un mélange d'air et d'hydrogène. À l'intérieur de la pile, l'énergie de l'hydrogène se convertit alors en énergie électrique. Il existe au-delà de ces deux exemples de nombreuses... Et voilà, donc l'explication de pourquoi c'est un vecteur d'énergie, pas une énergie directement. Il existe au-delà de ces deux exemples de nombreuses applications de l'hydrogène. Nous pouvons citer à ce titre la décarbonation de l'industrie, le stockage de l'électricité qui pose problème, rappelez-vous, le transport routier, maritime ou aérien, les services réseau, services système. Le schéma suivant résume bien les différents usages de cette énergie du futur. Est-ce qu'on peut zoomer? On peut pas beaucoup zoomer. Je vous ferai un arrêt sur image si vous le souhaitez. Il existe plusieurs façons donc de produire de l'hydrogène. Alors du coup c'est un petit peu rendu obsolète cette partie de l'article. Aujourd'hui le constat est simple, une majorité de la production initiale d'énergie d'électricité ou d'hydrogène selon le procédé choisi est d'origine fossile. Et du coup, ça posait forcément problème et c'était nécessairement émetteur de CO2. Donc du coup, c'est pour ça que c'était pas intéressant. Donc c'est pour ça, voilà, il parle d'hydrogène vert qui est fabriqué par électrolyse, la production initiale d'électricité étant d'origine renouvelable et donc pas d'origine fossile, contrairement à l'hydrogène gris. Le développement de la filière hydrogène nécessite des investissements lourds sur toute la chaîne de production, mais ça peut être rentable si c'est l'énergie du futur. Que ce soit en ce qui concerne sa production, son transport ou encore le stockage. Il est absolument nécessaire de réussir à faire baisser le coût des piles à combustible ou encore ceux des électrolyseurs. Ça, je ne savais pas que c'était une problématique. C'est la condition sine qua non de l'émergence à grande échelle de cette technologie. Tous les procédés ne sont pas équivalents. Aujourd'hui, le procédé d'électrolyse est plus coûteux que d'autres moyens de production comme le vapoformage ou le reformage par captation de CO2. Et du coup, le mélange gallium-aluminium 3,1, est-ce que en termes de coût, ça a l'air d'être aussi plutôt intéressant, à part voilà, la rareté du gallium, mais le fait qu'on puisse le réutiliser annule un petit peu cette problématique. L'Hydrogen Council estime à environ 20 milliards d'euros d'investissement nécessaires par an pour atteindre en 10 ans une taille critique. Mais à l'échelle d'un pays, parce que 20 milliards par an, effectivement, ça fait beaucoup pour un pays. Pour plusieurs pays, ça se tape easy, hein. Ce montant peut paraître important, mais il est actuellement plus de 30 fois inférieur
aux fonds alloués aux investisseurs dans le pétrole. Bon, après, si c'est de la recherche, globalement, on peut s'y mettre à plusieurs pays. Il faut à ce titre souligner les annonces faites par le gouvernement à ce sujet. Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique plutôt, et Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui ne connaît pas l'existence des super profits, on le rappelle, ont annoncé un investissement de 7 milliards sur 10 ans. Du coup, c'est pas les 20 milliards par an. On va dire que c'est mieux que rien. Oui, bon, tout est mieux que rien, vous allez me dire. L'hydrogène présente certes des qualités indéniables, mais également des défauts. Au-delà de la réflexion générale sur les sources d'énergie utilisées pour créer de l'électricité, le problème est essentiellement financier. Pour permettre à l'hydrogène de remplir correctement son rôle, il faudrait donc augmenter la part d'électricité non carbonée, nucléaire ou ENR, dans le mix énergétique mondial. Cela nécessite donc des investissements supplémentaires. L'appui des pouvoirs publics est donc essentiel dans cette problématique. Ah oui, parce que y a des privés derrière, ils font du fric, mais il faut que ce soit les pouvoirs publics qui développent le truc et à leurs frais. C'est souvent ça. Ben non, il faut pas que ça marche comme ça. Faut pas que ce soit un truc où les mecs se font des couilles en or derrière une fois que le public et donc nous avons investi des dizaines, centaines de milliards pendant des dizaines d'années peut-être. Pour aller plus loin, il nous propose du coup un autre article, si vous souhaitez le consulter, toujours sur le même site Synergie. Quelle source d'énergie n'avons-nous pas encore exploité? Et je pense qu'on a déjà fait suffisamment long sur le sujet. Je voulais quand même vous faire réagir, messieurs, qui êtes avec moi. Bah non, il n'y a plus que toi, Aurélien, qui est avec moi. Et je crois que Stéphane va nous partager des ressources s'il en a trouvé. Et n'hésitez pas, c'est aussi une radio libre. En même temps qu'une revue de presse, c'est mon format un peu hybride. Donc si vous avez une réaction ou si vous avez une expertise ou même un avis un minimum éclairé par rapport aux profanes de base, que je suis évidemment, n'hésitez pas à participer à cette antenne. Aurélien, hydrogène ou pas? Ouais, alors là, je sais pas quoi dire. Ben, c'est cool. Moi, je suis content pour le truc du début, là, l'hydrogène, qu'on fabrique facilement. Après, j'ai pas plus à dire. On peut pas laisser les centrales nucléaires au privé non plus. Certes pas, notre Cléa. L'énergie, c'est un secteur trop crucial en soi. Hein. C'est vrai que moi, généralement, je dis il faudrait que la santé, le logement et le travail ne soient plus des marchés, mais soient des droits. Ça changerait déjà beaucoup de choses. Mais c'est vrai que l'énergie, le laisser être un marché, est-ce que c'est pas casse-gueule aussi? Bon, déjà, à mon avis, les trois premiers sont vraiment les primordiaux, ce qui ne veut pas dire que ça n'exclut pas d'autres secteurs aussi d'être considérés en la matière. Hydrogène, juste H, ou sinon du dihydrogène. H2 du coup, j'imagine. Bon, je vous avoue que mes connaissances en chimie sont assez limitées. Et du coup, voilà, quand j'ai découvert les articles, je faisais que googler des trucs en mode ah oui, ça me rappelle des cours au lycée que j'écoutais pas parce que j'ai fait un bac L. Enfin bref. Merci d'avoir suivi cette rediff pour les gens qui regardent la version courte. Et n'hésitez pas, on fait des émissions presque tout le temps en ce moment sur Twitch, sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et faire des dons si le cœur vous en dit. Et on est une petite chaîne indépendante qui ne dépend quasiment que de vos dons. Donc n'hésitez pas, à votre bon cœur, monsieur, dame. J'agite mon chapeau numérique.